Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point vers 10h et samedi après-midi à 2h. Ensuite disponible sur YouTube, rendez-vous économique, groupe Croissance. Comme vous savez, chaque année, le groupe Croissance, avec ses partenaires, Profin et la Banque de la République d'Haïti, organise le grand rendez-vous annuel de la finance. Et cette année encore, pour la 7e édition, nous sommes bien à l'hôtel Caribé, à la salle réalisée par la Banque centrale, vraiment une salle high-tech pour réaliser cette émission. Donc le mardi soir, c'est la soirée, la grande soirée du sommet, où il y a des discours qui sont prononcés, mais surtout, il y a les primes, les reconnaissances au niveau du secteur financier. Donc nous allons nous rendre pour cette grande soirée, la grande salle du Caribé Convention Center, pour écouter certaines présentations. Il est Monsieur Économie. Apparemment dithyrambique, ce qualificatif reste pourtant modeste quand il s'agit de l'employé pour Kessner-Farrell. Ce sont ces mots que Challenge décrit celui qui est à l'origine de ce grand événement, le PDG du groupe Croissance, que je vous demande d'applaudir chaudement. Chers amis, c'est un grand plaisir de lancer ce 7e sommet qui aura quand même, je pourrais dire, de nouvelles innovations. On va penser aux jeunes. Et je sais qu'il y a une vieille qui est dans la salle, qui était honorée l'année dernière, pas vrai Carmel. C'est ma partenaire du groupe Croissance. Eh bien, on a décidé d'avoir quelques nouvelles initiatives, particulièrement avec les jeunes ingénieurs, architectes, urbanistes. En général, vous savez, c'est les étudiants de la faculté des sciences et de l'université Quisqueya qui restent à l'université juste pour parler de mathématiques, de physique et de chimie. On a décidé de les placer maintenant sur le chemin du développement durable. Je vois Fanfan Verela dans la salle, je salue. Et ils vont participer à un concours pour parler d'urbanisme d'ici 2030, à savoir l'éco-quartier. Donc on aura à les honorer ce soir, c'est des innovations. On continuera également sur le modèle de jeunes femmes, je ne cesse de répéter, il y a beaucoup de femmes dans le système bancaire haïtien, mais au niveau des boards, des conseils d'administration, trop peu de femmes. On espère qu'une de ces jeunes femmes, un jour, j'entends Georgette qui sourit déjà très fort, Gladys qui est là. Donc nous voulons avoir des femmes avant de laisser cette terre au niveau des conseils d'administration des femmes. L'équité du genre, oui, mesdames, donc il faut bien les avoir. Donc on va continuer avec ce modèle. Donc c'est l'innovation qu'on aura cette année. On aura bien sûr une nouvelle personnalité dans la galerie d'honneur. J'aimerais bien vous dire le nom, mais on va tirer au sort à l'arrière d'ici quelques minutes. Vous saurez qui a gagné, qui fera partie de la galerie d'honneur. Malheureusement, 2 ou 3 sont déjà partis. L'ermite François, Marc Bazin, et qui d'autre encore, c'est Henri Bazin. Oh, j'ai dit Marc. Bon, les deux sont partis par un problème. Marc n'était pas vraiment dans la galerie d'honneur. Guito Toussaint, qui était l'une des premières personnalités. Donc on va continuer à parler de tout cela, à encourager les jeunes à traverser le temps et à participer avec nous dans ce grand sommet. Donc je rappelle, le sommet a commencé hier. Même si on parle de cocktail de lancement, le premier sommet, j'aime le dire, c'était en 2011, un mardi, juste après la proclamation des élections. Vous vous rappelez de cette élection de 2011, de cette soirée du lundi? Il paraît qu'on a oublié. Peut-être calé, face à Mme Maniga. Eh bien, mardi, on avait lancé le sommet ici, et très peu de personnes avaient répondu à l'invitation. À part quelques cadres du secteur bancaire, de la Unibank, pour venir applaudir leur président, malheureusement qui n'est pas avec nous ce soir, Karl Brown, et des cadres de la BNC. Maintenant, on a des problèmes de chaises au niveau du sommet, puisque on vient d'avoir des élections, tout s'est bien passé, pas vrai? Donc, maintenant, on peut sortir, même
lorsqu'il pleut à Port-au-Prince. Donc, on vous remercie d'avoir répondu à ce grand homme. On va continuer à fêter, à célébrer ce grand rendez-vous de la finance. C'est un plaisir d'être avec vous. Et cette soirée, je vous promets, sera beaucoup plus courte. Il n'y aura pas de trop long discours pour qu'on puisse partager quelques mots et de la nourriture à la fin. Merci et bienvenue au sommet. À présent, nous allons faire place à M. Robert Parel Jr., PDG du groupe Profin, institution financière qui souffle ses 4 bougies cette année. Je vous demande d'applaudir M. Robert Parel Jr. Merci. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, chers amis du secteur financier, chers invités, mes amis de la Jamaïque qui ont fait le déplacement, je vais vous parler du projet Fonds d'Action. Fonds d'Action est le projet d'une société d'investissement à vocation sociale. Société d'investissement, ça veut dire une société de capital, mais qui ne recherche pas de dividendes financiers, qui recherche plutôt des dividendes sociaux qui peuvent être bénéfiques à l'ensemble de la communauté. Quelle est l'idée? L'idée est de rassembler des acteurs du secteur privé haïtien en vue de créer un fonds commun. Réunir des moyens financiers, non pas pour faire des donations qu'il faut répliquer continuellement, mais plutôt pour avoir une initiative avec un impact social réel pour la communauté. L'objectif est de concourir à l'avancement de la communauté dans une démarche qui est proactive et qui, par la même occasion, peut nous permettre de rehausser un tant soit peu l'image du secteur privé. Et le concept est relativement simple pour nous financiers. Il s'agit de créer une société d'action où les parts seront détenues par des acteurs du secteur privé, sous forme donc d'actions. On ne parle pas de dons, on ne parle pas de mendicité, on parle de prise de participation avec des apports qui éventuellement peuvent même donner lieu à des avantages fiscaux. Mais la partie la plus importante de ce projet pour nous est la gouvernance de cette initiative. Nous en prenons la partie du montage avec d'autres partenaires du secteur privé, mais l'idée est de remettre cette initiative au secteur privé, et notamment aux différentes fondations qui sont nombreuses et qui toutes ont une vocation louable, mais qui très souvent sont dispersées. Donc l'idée est de pouvoir, à travers du capital, réunir ces efforts et les mettre dans des investissements durables. Et ici, l'idée est donc d'investir des ressources dans un actif durable, dans des actifs durables qui eux-mêmes seront confiés à des acteurs qui sont considérés comme des acteurs de référence qui en feront un usage au bénéfice de la communauté. L'avantage de cette démarche est de créer un mouvement qui peut être pérennisé, de créer des actifs qui pourront éventuellement être réappropriés par les organisations en question, et les ressources, au lieu d'être dispersées, pourront être réutilisées avec un impact qui pourra être poursuivi. Et l'acteur de référence qui ce soir que nous vous présentons, qui a 30 ans d'activité avec un parcours méritoire, est la FADIMAC, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, dont je vais inviter le directeur exécutif, Dr Nancy Charles Larco, à vous exposer qui est la FADIMAC, ce qu'ils ont fait, et vous comprendrez pourquoi, à travers le projet Fonds d'Action, c'est la première initiative que nous avons voulu supporter. Nancy. Merci Robert. Donc au nom de la FADIMAC, nous remercions Profin et le groupe Croissance de nous associer à leur projet comme premier projet lancé. Donc qui est la FADIMAC? Moi en tant que directrice exécutive, je parle de la FADIMAC avec beaucoup de fierté.
Et la FADIMAC a commencé en 1987, d'abord avec l'Association haïtienne de diabète. Et très vite, vu que 40% des diabétiques sont aussi hypertendus, donc nous avons abordé l'hypertension artérielle qui est le chef de file des maladies cardiovasculaires. Donc, nous sommes reconnus par le ministère de la Santé publique. Nous avons un accord avec eux pour pouvoir les aider grâce à notre expertise dans le domaine. Notre mission, c'est d'aider les personnes affectées par le diabète et l'hypertension artérielle à mieux vivre avec leurs conditions par l'éducation et une bonne prise en charge. J'ai bien dit conditions, pas maladie. Alors aussi notre mission c'est de sensibiliser et renseigner le public en général sur ces maladies chroniques non transmissibles qui malheureusement jusqu'à présent, bien que véritablement ils soient des priorités de santé publique, mais il n'y a aucune loi qui exige le support de ces patients et vous allez voir combien que ce fardeau est lourd. Donc le diabète et l'hypertension artérielle, comme je disais, qui est le chef de file des maladies cardiovasculaires, ce sont les premières causes de mortalité dans le groupe de la salle. Donc pour vous dire que nous avons 2 millions d'Haïtiens vivant en Haïti qui souffrent d'hypertension artérielle et la moitié d'entre eux ne le savent pas. Ce qui représente à peu près 45% d'hommes et de femmes entre 20 et 79 ans, ce groupe qui est le groupe de productivité économique en Haïti. 300 000 diabétiques en Haïti, et c'est une étude qui a été faite par la FADIMAC il y a quelques années de ça, et ces chiffres sont quand même assez catastrophiques. Lorsque vous voyez que au moins 7% de la population, lorsqu'on prend une moyenne, alors que nous avons pour les hommes, le pourcentage pour les hommes est de 4,9% et chez les femmes, 8,2%. Et Dieu seul sait combien de familles monoparentales avec des femmes qui les dirigent et qui, lorsqu'elles tombent malades, c'est toute la famille qui subit. Le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires entraînent des complications dans tout le corps. Particulièrement, et vous voyez, ces derniers temps, nous avons pas mal de personnes mortes de crise cardiaque, de stroke, d'insuffisance rénale. 40% des diabétiques sont des insuffisants rénaux. L'impuissance sexuelle, ça c'est pour les hommes qui ne supportent pas ce problème. Et aussi les amputations. Et 2 amputations sont faites par jour dans des hôpitaux qui sont équipés pour le faire. Ça c'est une situation assez catastrophique. $2 représente ce qu'un diabétique ou un hypertendu, et lorsque maintenant cette pathologie est retrouvée chez la même personne, donc entre 2 et $4, ils doivent dépenser par jour pour les médicaments, pour les soins à suivre, alors que vous savez que plus de 50% de la population haïtienne vit avec moins de $2. Donc, il en va de soi que le diagnostic n'est pas fait, les complications sont nombreuses et notre population productive meurt. La FADIMAC, pour faire face à ces problèmes-là, nous avons depuis 30 ans mis sur pied plusieurs activités, dont des cliniques médicales, et là ce sont des images de notre local à la Lue qui est vraiment trop petit. Nous avons des séances éducatives chaque jour à l'adresse des patients et de leurs parents. Nous avons une clinique des pieds pour tous qui invite tout le monde, donc des soins de pédiatrie. Mais au fait, sur 10 pieds amputés chez les diabétiques, 8 d'entre eux auraient pu l'être s'il y avait une prise en charge convenable qui était faite. Donc la FADIMAC, elle, essaie de combattre cette situation-là. Nous essayons aussi le plus que possible d'avoir des médicaments à des prix abordables pour la population qui nous fréquente. Et il serait quand même il est important de former aussi notre personnel médical. Présentement, nous avons au centre de convention de la BRH 300 étudiants en médecine qui sont en formation cette semaine, et je profite pour remercier le gouverneur qui nous a donné cette salle gracieusement. Nous avons aussi comme d'autres activités des camps pour les jeunes diabétiques. De plus en plus, nous avons de jeunes diabétiques et la FADIMAC gère un projet national qui actuellement couvre presque 300 jeunes, et la majorité d'entre eux sont des enfants qui n'ont pas les possibilités d'acheter l'insuline. Et vous savez ce que ça veut dire? Ne pas avoir d'insuline, c'est signer leur acte de mort. Les parents parfois choisissent puisqu'ils n'ont pas le choix. Alors, c'est un pléonasme.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous savons comment éviter cette catastrophe grâce à la prévention. 85% des complications qui sont liées au diabète et aux maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues par une bonne prise en charge, un diagnostic précoce, une bonne prise en charge, une éducation adéquate et certainement les moyens de faire le traitement. Et nous, à la FADIMAC, nous avons la connaissance, le bon vouloir, cependant, nous n'avons pas d'espace. Donc ce projet, justement, c'est dans le but de développer un centre de référence pour le diabète et les maladies cardiovasculaires qui sera à même de recevoir plusieurs patients par jour et toutes les classes de la population haïtienne pour que le fait de pouvoir avoir ce traitement en Haïti, ça éviterait ceux-là qui peuvent voyager, de rester dans leur pays et de pouvoir investir dans un projet haïtien. Participer à ce projet, c'est vraiment rendre réel un tel, je dirais, édifice, et dont le coût du projet est de 4 millions. On en dépense autant pour le carnaval. Donc, l'apport de la FADIMAC est ici représenté. Et là, je laisse à Robert le reste de la conversation avec vous. Merci. Donc, la FADIMAC investit socialement et même financièrement. Donc la question que nous avons pour vous et vous. Il est clair que après cette soirée, nous avons voulu profiter de cette opportunité d'avoir une large part du secteur financier et de la communauté des affaires pour vous sensibiliser, mais surtout pour vous inviter à cette initiative qui, au-delà de la compétition, au-delà des clivages, peut nous permettre de nous réunir pour une action qui a une longue portée et qui peut être répliquée pour d'autres institutions qui ont une historique et un impact aussi significatif que celui de la FADIMAC. C'est donc l'invitation que nous avons pour vous. Je vous remercie. On l'a dit, Profine, c'est l'un des partenaires de ce sommet. Et parlant de partenaires, il faut citer la Banque de la République d'Haïti, partenaire officiel de la première édition. Et j'appelle le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baden Dubois, pour ses propos de circonstance. Monsieur le ministre de la Planification, Monsieur le ministre du Commerce, honorables députés, Mesdames, Messieurs, les PDG et représentants des institutions financières, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur privé, Monsieur le PDG du groupe Croissance, Monsieur le PDG du groupe Profine, chers collègues du conseil d'administration de la BRH, Mesdames, Messieurs, le sommet international sur la finance est devenu le rendez-vous annuel le plus prisé par les praticiens des questions économiques et financières, comme pour les académiques en quête d'un espace de réflexion structurante sur le financement du développement en Haïti. Ce forum, il est vrai, a pris ces dernières années une dimension majeure avec la forte diversité et le caractère utilitaire des activités développées dans les ateliers de travail. La deuxième édition du FinTech, qui se tient dans la continuité d'une initiative heureuse qui a débuté l'année dernière, atteste de la bonne santé d'un sommet qui a désormais pignon sur rue et acquis ses lettres de noblesse. Cette année encore, le menu est copieux, mais équilibré. Un arbitrage difficile, mais toujours à la portée d'organisateurs efficients qui ne sont pas à leur cours d'essai. Les activités de première qualité, ceux qui garantissent la satisfaction de cette auguste assemblée que vous formez et des esprits critiques que vous représentez. La richesse du sommet international de la finance est là, dans ce causette d'idées et de diversité. Bienvenue à la 7e édition. Le thème central
est de la plus haute importance. Financer l'immobilier en Haïti, il est au cœur d'une problématique plus large, le besoin d'une croissance forte et soutenue face à une dynamique démographique intense. Mesdames, Messieurs, je voudrais me faire complice d'un acte de contagion ce soir, celui de vous communiquer la joie et l'enthousiasme que je ressens à délivrer cette adresse à l'occasion de la 7e édition du Sommet international sur la finance et la 2e édition du FinTech, mais je ne parle pas qu'en mon nom. Je parle au nom du groupe Croissance et de son président directeur général, Kester Farel, à qui j'adresse un hommage chaleureux pour la qualité d'organisation et la régularité d'un événement qui gagne en ampleur chaque année sur le plan de la participation et sur celui de la pertinence de thèmes d'intérêt majeur pour les politiques publiques et les acteurs économiques. Je vous demande d'applaudir Kester Farel et le groupe Croissance. Je parle aussi au nom des multiples stakeholders dont la qualité et le niveau de représentation attestent de l'intérêt d'une communauté grandissante pour les questions de la finance et pour le financement du développement en général. Je parle certainement au nom de la Banque de la République d'Haïti qui, depuis quelques années, est passée de l'autre côté des coulisses pour devenir une co-organisatrice active du sommet. Notre équipe travaille d'arrache-pied à améliorer la valeur ajoutée que notre institution apporte à l'organisation de l'événement. Elle garantit aussi l'objectif de familiariser davantage les acteurs économiques avec la vision, les objectifs, les instruments de la Banque centrale ainsi que les contraintes auxquelles elle fait face. Vous comprenez donc pourquoi le succès qui couvrira les assises qui se tiennent durant les 5 jours ouvrables de cette semaine de la finance ne sera pas le fruit du hasard. Un nombre important d'acteurs y aura contribué. Mesdames, Messieurs, la problématique du développement demeure le thème majeur dans un pays où 65% des cas, ou dans 65% des cas, le produit intérieur brut par tête d'habitant est négatif sur les 36 dernières années. Pour le banquier central que je suis, le financement de la croissance dans des conditions macroéconomiques saines est au cœur de cette problématique. Il s'agit donc d'exclure les extrêmes que sont l'euphorie de la précipitation et la paralysie de l'attentisme. De ce point de vue, la consolidation des institutions financières, leur développement et l'élargissement de leur spectre d'action représentent la voie qui sied à une démarche raisonnée de politique monétaire propre à supporter la croissance. La stratégie nationale d'inclusion financière participe de cette démarche et notre présence renforcée à ce sommet répond au besoin d'en assurer la promotion à travers l'un des piliers importants de cette stratégie, l'éducation financière. C'est ainsi qu'au cours de la semaine dernière et pendant toute la semaine consacrée à la finance, des cadres de la BRH se déplacent dans les écoles secondaires publiques et privées pour exposer aux écoliers des classes terminales les éléments basiques en économie et en finance et traiter de sujets se rapportant à la mission et aux activités de la Banque de la République d'Haïti. L'éducation financière est une entreprise de longue haleine qui devra toucher toutes les composantes de la population.
Elle est pourtant appelée à porter des fruits assez rapidement et l'espérance de son rendement socio-économique est parmi les plus élevées. Pour un policy maker, rien ne vaut une population éduquée des questions économiques et informée des politiques mises en œuvre. Cette garantie première à l'émergence d'une double prévisibilité, celle de la réponse des agents économiques aux mesures envisagées et celle des solutions que doivent apporter les décideurs aux problèmes soulevés. Ceux qui constituent la voie royale de la primauté des règles dans la conduite des politiques publiques, sans omettre le rôle que jouent les informations dans la formation des anticipations. Une telle démarche devrait bénéficier tant qu'au cadre unique de l'environnement macroéconomique qu'au cadre multiple des politiques sectorielles. Et dans le cas qui nous concerne, aujourd'hui, à la réussite d'une politique éclairée de financement du secteur immobilier. Ce secteur se trouve à la jonction de 3 dimensions d'un développement durable et intégré. Il est une sous-branche importante de la branche des bâtiments et travaux publics autour de laquelle se construisent les infrastructures économiques et sociales. Il est un indicateur de mobilité sociale et de renforcement des classes moyennes. Il est une composante pérenne du moteur de la croissance économique à travers des effets directs notables et des effets induits renouvelés. Voilà pour l'essentiel les motivations de la Banque centrale dans la promotion de ce secteur. Mesdames, Messieurs, le déficit de logement est un problème structurel que certains experts font remonter à la période de l'indépendance. Il participe d'une situation plus large liée au problème de l'habitat et de l'urbanisation, sans exclure de la problématique globale de l'aménagement du territoire. Cependant, la nature du problème requiert une approche jointe qui tient compte de considérations de moyen et de long terme. Il s'ensuit que les réponses aux problèmes du logement ne peuvent attendre la longue période de mise en branle d'une politique complète d'urbanisation. Elle doit par contre en tenir compte pour s'assurer de la durabilité des investissements dans le domaine et réduire les coûts futurs d'expropriation que la modernisation urbaine imposera aux ménages et au trésor public. Les réflexions et les dispositions de la Banque centrale en faveur du financement du secteur immobilier remontent bien avant le 12 janvier 2010. La plus ancienne de ces dispositions date de la loi de création des banques d'épargne et de logement qui les exonère de 50% des réserves obligatoires en vigueur, ce qui atteste d'une forte tradition de préoccupation de l'institution pour le financement du secteur immobilier qui a cumulé en 2009 un déficit d'offres de logement de 300 000 unités sur un stock de logements occupés de l'ordre de 2,1 millions d'unités, selon les estimations venant de sources combinées. Le séisme est venu fortement creuser le déficit d'offres déjà très sérieux. Les estimations, cependant, tombent dans un intervalle trop large pour être concordantes. Elles vont d'un minimum de 105 000 à un maximum de 300 000 unités détruites. Fort heureusement, une statistique qui fait autorité, puisque cette statistique vient de l'État haïtien, estimait en 2013 que, je cite, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, à elle seule, nécessitera au moins 500 000 unités de logements supplémentaires pendant les 10 prochaines années
pour combler le déficit d'avant-séisme, pour réparer les dégâts du tremblement de terre et pour répondre à la demande substantielle de logements consécutive au développement urbain. Aujourd'hui, on ne peut approcher la question du logement en Haïti qu'en termes de crise profonde. Mais tout profonde qu'elle est, cette crise contient les germes du renouveau. Il dépendra du leadership des autorités publiques et de la perspicacité des investisseurs privés pour en tirer parti. La nature du problème immobilier en fait un secteur à potentiel très élevé de croissance. Il ne s'agit pas que d'unités de logement à bâtir. Dans une perspective moderne, il s'agit d'un domaine dont le profil et le contenu restent à concevoir. Il s'agit d'un espace économique dont la portée sociale est essentielle si l'on veut reconstituer les classes moyennes. Il s'agit d'un secteur qui se prête aisément à une dynamique large de création de richesses grâce à la multiplicité des chaînes de valeur qu'il induit et la durabilité du processus qu'il peut enclencher. Conduire tous azimuts une politique de développement du secteur immobilier est donc une nécessité d'un point de vue social et un passage obligé d'un point de vue économique. Une entreprise conséquente qui visera à réparer un drame séculaire, qui trouve ses manifestations dans un habitat rural épars et une expansion anarchique des espaces urbains. La Banque centrale s'attelle à trouver les meilleurs moyens en termes de montage et de mécanismes financiers pour amplifier son apport à la mise en branle d'un projet qui reste un objectif majeur de croissance et de développement. Son rôle demeure ancré dans les dimensions économiques jointes de ce projet d'envergure. Une contribution incitative à la constitution par le secteur privé des affaires d'une offre diversifiée des logements et d'immeubles dans les meilleures conditions de coût et d'environnement physique. La promotion d'une dynamique de croissance susceptible de garantir la solvabilité d'une demande en progression régulière qui permette une rentabilité suffisamment élevée pour viabiliser le secteur. L'effort de mobilisation des ressources pour financer les lourds investissements nécessaires à la réalisation d'économies d'échelle bénéfiques au marché. Je vous ferai grâce des calculs financiers rébarbatifs qui ne cadrent pas nécessairement avec mon adresse de ce soir. Mais tentons pour le moins une arithmétique de la question immobilière. Restons dans la lignée d'une étude rendue publique après le séisme de 2010 pour nous en tenir à une demande annuelle de 4 500 à 5 000 unités venant de la classe moyenne. Dans des conditions raisonnables d'économie d'échelle, un prix unitaire moyen de 75 000 $ est dans l'ordre des transactions possibles pour des logements de niveau standard. Nous aboutissons pour cette seule composante de classe moyenne à un niveau annuel de l'ordre de 350 millions de dollars d'investissement résidentiel. Des ressources à la portée du système financier formel et dont le coût d'emprunt ne dépasserait pas les 700 $ par mois pour tendre vers les 350 $ d'un prêt immobilier de 20 ans assorti d'un intérêt de l'ordre de 5% à 6%. Je n'irai pas plus loin en efférence pour projeter les effets directs et les effets d'entraînement d'un tel effort d'investissement sur l'économie. Contentons-nous d'admettre qu'ils sont potentiellement importants et durables s'ils sont renouvelés
sur un horizon de moyen terme. Mais les étapes, diriez-vous, pour rendre faisables des objectifs de cette envergure dans le cadre du développement du secteur immobilier sont multiples et tiennent à de fortes pesanteurs de nature structurelle, légale et institutionnelle. Les contraintes majeures du problème cadastral qui limitent la mise en œuvre d'une politique de l'habitat rationnent le financement immobilier tout en renchérissant les coûts. La multiplicité des coûts administratifs et fiscaux dans le cumul grève la part des ressources financières préposées à l'implantation immobilière proprement dite. L'inadéquation d'un cadre légal suranné qui occasionne de sérieux coûts d'immobilisation sur le portefeuille de crédit immobilier des institutions financières en raison de trop longs délais de réalisation de propriétés données en gage. Ces problèmes, pour ne citer que cela, font partie d'un environnement globalement défaillant qui décourage les investissements dans le secteur et dilue les impacts des mesures incitatives à son financement. D'où le rôle fondamental que les politiques publiques sont appelées à jouer pour desserrer les contraintes d'un domaine de production capable de porter la croissance et d'animer des pans divers de l'activité économique. L'arrêté d'application de la loi sur la copropriété est un pas dans la bonne direction. Il incite à la modernisation d'un secteur dont la réalisation du plein potentiel requiert deux voies d'action. Celle portant sur les contraintes de nature structurelle et de nature juridico-administrative pour créer un cadre d'attraction et de rentabilité suffisante des investissements. Celle visant à réduire sur le moyen terme la composante des importations dans les coûts de construction pour magnifier les effets indirects induits par la croissance du secteur. Sur le plan de la mobilisation des ressources, la Banque centrale poursuit les travaux nécessaires à la mise en phase de son action avec les exigences de développement du secteur immobilier. L'accent est mis particulièrement sur les contours de l'environnement financier propre à supporter l'effort de financement qui devra mobiliser l'ensemble des acteurs du système bancaire et au-delà. Nous sommes conscients des limitations d'une approche partielle où les préoccupations de coûts l'emportent sur la coordination de politiques publiques d'horizons divers. C'est pourquoi nos réflexions portent en priorité sur la mise en séquence des actions de politique qui permettront de raccourcir les délais de réalisation des objectifs. Entre-temps, la politique de stimulation du crédit en faveur du relèvement du secteur de logement suit son cours. Comme vous le savez, la BRH a pris des mesures pour exonérer de réserves obligatoires les ressources collectées par les banques et utilisées à des fins de crédit au logement et au secteur hôtelier. De même, des protocoles d'accord ont été signés avec certaines banques dans le cadre d'un programme visant à financer en des termes favorables l'acquisition, la rénovation et la construction de logements au bénéfice de clients solvables. Les réponses du marché immobilier à ces dispositions prendront de l'ampleur au fur et à mesure que s'aplaniront les contraintes de nature structurelle et institutionnelle comme celui du CADRAS. Pour contourner ce dernier problème, la BRH s'est engagée dans des réflexions pour orienter un pan de sa politique du logement vers le financement de promoteurs ou développeurs de grands projets immobiliers au bénéfice des cadres de la fonction publique, des professionnels et de la diaspora haïtienne. Ces projets devraient viser la construction de complexes d'appartements destinés à la location ou à la vente en copropriété, la construction de villages résidentiels, l'acquisition et la viabilisation de terrains destinés à un projet de logement. Ce programme, une fois lancé,
devrait servir de base au développement dans le moyen terme d'un marché obligataire à travers la titrisation des portefeuilles de prêts immobiliers. La mise en place de tel marché pourrait contribuer à une meilleure allocation de l'épargne des agents économiques, alimentant ainsi un cercle vertueux de développement et de ce secteur d'avenir. Mesdames, Messieurs, j'espère vous avoir communiqué un peu de mon enthousiasme sur la question immobilière. Au départ, je faisais remarquer que la voie des solutions aux problèmes du secteur n'est pas celle des extrêmes, ni précipitation, ni attentisme. La réponse au séisme du 12 janvier 2010 fut un bon exemple de ce comportement mesuré. La BRH a ressorti des mesures qui portaient sur le coût et l'accessibilité du crédit au logement. Une démarche qui, dans un premier temps, rentrait nécessairement dans le cadre d'une approche partielle. Pour le débiteur comme pour un créancier, ce sens de l'urgence ne pouvait trouver réponse que dans les instruments de politique monétaire pour apaiser les tensions du marché immobilier et inviter les agents économiques à plus d'optimisme. Avec le bénéfice du recul, une approche plus complète s'est imposée à la réflexion sur la problématique de l'immobilier. Elle permet d'intégrer une meilleure compréhension des dimensions d'avant et d'après-séisme dans les solutions qui se dessinent. Au cours des dernières années, les réflexions sont passées par un processus de maturation qu'on retrouve dans la qualité des propositions et le caractère d'application qui s'y dégage. Le 7e sommet de la finance est l'espace idéal pour consigner ces propositions dans un cadre cohérent de réflexion pour l'action. Praticiens des questions de la finance, décideurs politiques, professionnels du secteur, universitaires et investisseurs y trouveront leur compte. Voilà tout le bien fondé de cet enthousiasme que je veux être contagieux. C'est donc avec emphase que, au nom du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, je remercie tous ceux qui font de ce sommet ce succès qu'il est déjà. Ces remerciements vont particulièrement à l'équipe du groupe Croissance et à son PDG, Kessner Farel, ainsi qu'à l'équipe de la BRH qui a travaillé sous la supervision d'un membre du conseil d'administration en la personne de M. Ronald Gabriel, qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Je vous remercie. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen anti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pas perdi, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar monté dans 3 mois et en plus n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours ka acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvrir valet goud ou perdi a. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que saute renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas pedi valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mande yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours fait
confiance, passer le bas performance, wap satisfait sans man. Love c'est client Sogebank. Sogebank, toujours bas côté mes amis. Sogebank, toujours bas côté, Sogebank, toujours bas côté mes amis. Sogebank, toujours bas côté, Sogebank. Voilà, comme vous l'avez pu voir, on a décidé cette année de donner un visage beaucoup plus humain à la finance en Haïti, dans la mesure où Fonds d'Action, comme vous l'avez entendu avec M. Robert Paré Junior, que la finance haïtienne va essayer d'apporter un soutien considérable à des activités privées. La Fonds d'Action, c'est quoi la Fonds d'Action? Eh bien, les membres du secteur privé, particulièrement du secteur des affaires et du secteur financier, vont essayer de lever des fonds pour aider une activité caritative. Cette année, on commence bien sûr avec la FADIMA qui célèbre son 30e anniversaire, mais on aura encore à revenir vers d'autres secteurs. Il faut que nous puissions réellement créer une communauté beaucoup plus solidaire. La finance peut le faire, c'est un levier extrêmement important et on va continuer avec tout ça. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, à savoir les prix qui ont été octroyés au cours de cette soirée. Bonsoir à tous. Fidèles à leur mission de promouvoir l'excellence et de reconnaître l'apport des femmes au succès et au progrès du secteur financier local, Groupe Croissance et Profine ont pris l'initiative de créer en 2016 une distinction pour primer tous les ans une jeune professionnelle œuvrant dans la finance. Les candidates au prix de la jeune professionnelle doivent répondre aux critères de sélection suivants. Être une femme âgée de moins de 40 ans, avoir évolué dans le secteur financier pendant au moins 5 ans et avoir occupé des postes de responsabilité, avoir démontré des compétences et des qualités de leadership particulières qui ont permis à l'intéressé de connaître une réussite personnelle au sein de son institution et aussi de contribuer à l'avancement du système financier local. En créant ce prix, Groupe Croissance et Profine braque les projecteurs sur ces jeunes femmes de la finance, modèles de réussite, de rectitude, d'intégrité et d'esprit d'initiative, qui jour après jour embrassent leurs responsabilités professionnelles tout en jouant pleinement leur rôle de jeune mère et d'épouse avec enthousiasme et détermination, faisant la différence dans leur environnement immédiat. Ce soir, une jeune professionnelle, fervente promotrice de l'inclusion financière, rejoindra Mika Pierre Bruno, primée l'an dernier. Nous laissons à Madame Renée Dominique, directrice générale de la BNC, le soin de l'introduire. Madame Dominique. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous parler de cette jeune femme dont le profil a retenu l'attention des membres du jury. Je suis émue. Ne vous fiez surtout pas à sa hauteur. C'est une femme qui sait se faire remarquer. Elle est en effet empreinte d'une énergie débordante, d'une vivacité d'esprit incroyable, avec un tempérament de conquérant. Fraîchement sortie de l'université de Port-au-Prince, le 1er octobre en 2004, elle a intégré la direction du crédit que je dirigeais à l'époque. Là, elle a su faire montre de qualité commerciale poussée, tant et si bien qu'elle a été transférée le 8 janvier 2007 à la direction du marketing où elle a confirmé cette année. Dynamique, ouverte et entreprenante, elle a apporté de nouveaux clients à la banque et a su les fidéliser. Et c'est du fait de cette capacité de persuasion qu'elle a été appelée à l'unité de recouvrement le 1er novembre 2011.
Encore, les résultats ont été à la hauteur des espérances de l'institution. Il ne faisait nul doute à nos yeux. Au lancement du produit L'Agent Cash en avril 2013, que Madame avait le profil tout indiqué pour faire partie de cette structure. Et seulement 2 ans après l'avoir intégré, on l'en est promu responsable. Madame s'est fait remarquer par son dynamisme, sa personnalité, sa disponibilité, sa discipline et son professionnalisme. Infatigable, elle ne s'est pas uniquement contentée de faire la promotion de l'Agent Cash sur toute l'étendue du territoire national, mais s'est évertuée également à former nos agents commerciaux à travers nos 38 succursales et guichets. Sa performance sur le plan professionnel ne l'a pas empêché de prendre soin de sa famille, car mariée, elle est mère de 3 garçons. Elle est bien entourée, n'est-ce pas? Alors, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, je vous présente notre modèle, notre fierté à la Banque nationale de crédit, Madame Fabielle Payen-Rimpel. Sommet international sur la finance, Haïti 2017, 7e édition, groupe Croissance et Profil. Honneur et mérite à Fabienne Payen-Rimpel pour son sens de leadership et le modèle qu'elle représente pour les jeunes professionnels évoluant dans le secteur financier haïtien. Je présente mes remerciements aux membres du jury du groupe Croissance et de Profil pour cette belle initiative d'encourager des jeunes cadres dans le secteur financier en Haïti. Et après 13 ans de banque, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail acharné, de discipline et de professionnalisme. Je remercie le conseil d'administration de la Banque nationale de crédit qui a placé leur confiance en moi. Et je suis tout émue. Excusez-moi. Aussi, pour finir, je ne vais pas trop rester parce que déjà vous savez que je suis émue. Je voulais remercier mes parents pour leur support inconditionnel et aussi un conseil aux femmes cadres de ce secteur. Je sais qu'il est vraiment difficile d'harmoniser vie professionnelle et vie familiale. Mais normalement, les deux n'en font qu'une. Il faut les harmoniser. Et je remercie aussi les gens qui sont là de leur support. Et lorsqu'on est ému, on ne trouve pas les mots. Excusez-moi, merci. Félicitations à Mme Fabienne. Bonsoir. J'espère que l'émotion n'est pas contagieuse ce soir. Parce que je ne risquerai pas vous dire beaucoup de choses, mais comme il faut annoncer le lauréat, je salue déjà le groupe Croissance et j'ai l'honneur d'accomplir ce soir une mission, je dirais impossible, mais qui va devenir possible puisqu'en Haïti, toutes les impossibilités sont finalement possibles. Donc, je vais vous parler d'abord de l'homme. Il s'agit d'un homme, vous savez. Pour que la femme ait une valeur, il faut bien un homme à ses côtés. Vous voyez comment une vérité aussi simple peut rendre heureux.
parce que je pense que c'est une vérité trop simple. Alors ce soir, une femme va devoir présenter un homme exceptionnel, un homme d'une simplicité débordante, d'un affabisme déconcertant, d'une disponibilité hors pair, d'une humilité à nul autre pareil. Je pense qu'il faut aller dans des pays asiatiques pour pouvoir rencontrer ce type d'homme, et on est en Haïti. Un professionnel émérite qui a gravi les échelons de son institution et qui a su à chaque époque de sa fonction accorder surtout une attention et surtout une attention toute particulière et un propos pour chaque personne qu'il rencontre dans sa vie. C'est une personne qui vous marque par sa grande taille d'abord, et puis la simplicité qui s'y dégage. Je ne veux pas faire trop durer le suspense. Je vais vous présenter ce soir un homme bien accompagné, Monsieur Maxime Descharles, de la Scotiabank. Sommet international sur la finance, Haïti 2017, la 7e édition, groupe Croissance et la BRH, honneur et mérite à Maxime Descharles pour son leadership et sa contribution exceptionnelle dans le renforcement du système financier haïtien, autant sur le plan national qu'international. Maxime Descharles, mes amis. Merci à tout le monde ici présent. Nathalie a annoncé que l'émotion est contagieuse et elle a réussi à le faire effectivement parce que je me suis presque pas reconnu dans les propos qu'elle a tenus. Donc merci Nathalie. En fait, je dois avouer aussi que Nathalie et moi, nous sommes deux vieux de la vieille parce que souvent, en dispensant des cours à l'APB, Nathalie est celle qui donnait le côté pratique des choses. Parce que, en fait, vous savez, dans la finance, il y a ce qu'on appelle disclosure tout le temps. Premier disclosure, je dois dire que je suis arrivé à la finance un peu par hasard, parce que mon background, en fait, est plutôt juridique. Simplement que j'ai commencé à travailler à la banque le même jour où j'ai commencé mes cours à la faculté de droit. Et en fait, suivant ce mot de Clémenceau, c'est à la base de la vie qu'il faut commencer et non par le sommet. Donc cette base-là, effectivement, je l'ai entamée à la Scotiabank, à laquelle je suis resté fidèle, avec une petite infidélité à un moment donné pour aller poursuivre des études de droit encore international du développement en France. Parce que le développement, en fait, c'est cette marotte que j'ai eue tout au long. Et pour comprendre aussi que s'il faut parler de développement, il faut quand même penser économie. Et penser économie signifie penser structure sociale. Et penser structure sociale signifie penser les éléments juridiques qui encadrent la société. Eh bien, c'est en fait ce volet-là que j'ai combiné en quelque sorte, non pas de manière décidée au départ, mais plutôt de manière intuitive, puisque attiré par ce mariage-là qui existait entre les deux. Et je dois, pour une circonstance pareille, réellement prononcer des remerciements. Car, en fait, remerciements pourquoi? Parce que, en fait, quiconque vous donne l'opportunité de servir a droit à des remerciements. Et dans cette salle, je vois beaucoup de gens qui m'ont donné l'opportunité de servir mon pays. Et il y a aussi beaucoup d'absents qui m'ont aidé dans cette démarche. Et là, je pense à des aînés, bien sûr, à mes parents et à des disparus. Et en fait, toute personne que l'on rencontre sur son chemin dans la vie est un contributeur justement à vous aider à faire avancer les choses. Et ce soir, s'il y a un mot qu'il faudra, enfin une idée qu'il faudra surtout retenir, c'est que nous sommes là simplement pour passer le flambeau à ceux qui vont assumer le développement de ce pays. Parce que Haïti, mesdames et messieurs, rappelons-nous selon le mot d'un ami très cher, Haïti en fait, c'est la misère dans l'abondance. Misère dans l'abondance parce que tout autour de nous, si vous regardez bien,
c'est un pays plein de richesses, mais que simplement nous n'exploitons pas. Et ma contribution que j'ai voulu avoir, c'est d'aider les plus jeunes, ceux-là qui sont appelés à fonder ce pays, eh bien, les aider à découvrir ces éléments de richesse qui existent en Haïti. Et pour cela, il nous faut définitivement arriver à créer un cadre juridique qui puisse favoriser le développement des affaires. Et c'est l'une des tâches que j'ai eu à faire en participant à la commission sur le développement du cadre légal des affaires. Donc ça explique que tout naturellement, Nathalie, en fait, a été à mes côtés dans ce domaine parce qu'elle est aussi du secteur bancaire quelque part à l'origine. Et en fait, nous avons longuement évolué de ce côté. Et en même temps, je pense aussi à une autre juriste aussi ici présente dans la salle, Michel Delerme, dont j'ai déjà parlé de ce podium, parce que vous ici présents, vous ne savez pas ce que cette dame a eu à aider et à sauver en quelque sorte ce pays. Puisque, à plusieurs reprises, participant ensemble à des conférences du groupe d'action financière de la Caraïbe, le GAFIC, nous avons eu à traiter des dossiers épineux concernant les questions de sanctions économiques qui menaçaient notre pays et qui menacent encore. Parce qu'aujourd'hui, s'il est un message que je voudrais bien partager avec vous, c'est que nous devons réellement marquer de la vigilance vis-à-vis de ces problèmes de de-risking, vis-à-vis de ces problèmes de blanchiment des avoirs qui menacent encore ce pays. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu 3 appels d'amis différents qui m'ont indiqué qu'à l'extérieur, on avait fermé leur compte bancaire. Sans forme de procès, sans poser de questions, ils ont simplement reçu des chèques parce que la banque jugeait que traiter avec des ressortissants ou bien des gens faisant affaire avec Haïti était devenu trop dangereux pour les pénalités possibles. Donc, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a encore du pain sur la planche, il y a beaucoup de pain sur la planche et nous devons travailler à faire avancer ce pays. Et je profite aussi du thème qui est l'objet de ce sommet de la finance, celui de l'immobilier, financement de l'immobilier. Non pas que je veuille en faire un discours, mais simplement pour signaler que s'il nous faut parler investissement, là encore, dans l'immobilier, là encore, nous nous retrouvons face à une nécessité de renforcer le cadre légal dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de développement immobilier sans un renforcement de ce côté. On a évoqué les questions de zoning, mais encore, il y a des solutions qui existent. Par exemple, si vous voulez faire du financement de l'immobilier, il faudra que le secteur assurance joue un rôle de plus en plus important. En fait, nous devons déjà être heureux de ce que la Banque centrale de plus en plus joue une partition incroyable de ce côté. Le gouverneur l'a annoncé tout à l'heure avec des mesures et des étapes de renforcement et d'appui au secteur. De ce côté, nous sommes confiants puisqu'ils ont déjà fait leurs preuves en matière de développement de l'inclusion financière, en matière d'aide au financement à l'exportation, en matière d'aide au financement au secteur touristique, et leur tâche n'est pas finie, elle est bien grande. Donc, tout ça pour dire, mesdames et messieurs, puisqu'il ne veut pas vous garder beaucoup plus longtemps, j'ai été très honoré, très heureux de servir mon pays à travers ce cadre, à travers le système financier. Et de ce côté, je fais un applaudissement particulier aussi pour la Banque centrale, avec laquelle le secteur bancaire a pu donner la preuve de ce que devrait être en fait un dialogue, un partenariat public-privé. Et je me rappelle de cette dédicace d'un ouvrage que m'avait fait le président Privert, où il signalait justement qu'en matière de lutte contre le blanchiment des avoirs, on avait développé ce que, selon lui, devait être un modèle du partenariat public-privé qui devrait faire avancer ce pays. Donc, merci Banque centrale, merci Groupe Croissance, et merci à vous tous ici présents. Voilà, c'était bien la grande soirée de la finance et chaque année, on célèbre tout ça. On remercie encore la Banque centrale, on remercie Profin, tous les sponsors qui ont contribué au succès de cette 7e édition. Bien sûr, à l'année prochaine.